En un demi-siècle, le trafic aérien a été multiplié par 10, passant de 300 millions de passagers annuels à 4 milliards. Chaque jour dans le monde, quelques 2 millions de voyageurs prennent l'avion, a priori en toute sécurité. Pourtant, les avions de ligne constituent depuis longtemps une cible privilégiée pour les groupes terroristes. À ce jour, depuis les débuts de l'aviation, on compte plus de 2000 détournements aériens. L'avion, petit à petit, se transforme en une arme. L'aéronef devient une arme de destruction massive. Le 11 septembre 2001 a marqué un cap. L'attentat le plus meurtrier de toute l'histoire a impliqué simultanément 4 avions de ligne. Depuis, la sûreté aérienne est entrée dans une nouvelle ère. Pour le monde, on passe du terrorisme à l'hyper-terrorisme. C'est un acte de guerre. On ne pouvait pas imaginer une tuerie de masse comme le 11 septembre 2001. Nous allons vous expliquer comment le monde aéronautique, tirant les leçons du passé, a appris à se défendre. Comment la sûreté aérienne réussit à sécuriser tous les accès à bord d'un avion. Comment on multiplie les contrôles, tout en préservant une des principales contraintes du transport aérien, aller vite. Le 11 septembre 2001 est une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'aviation, mais aussi dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. Les Twin Towers, tout le monde se souvient où on était le jour des Twin Towers. Un acte terroriste sur un avion aura un impact médiatique sur l'ensemble de la planète. Il y a une portée médiatique qui est très forte et beaucoup plus forte qu'ailleurs. Parce que l'avion, ça reste un mythe, ça reste un rêve. Donc ça a toujours été une cible pour les gens qui voulaient faire parler d'eux. Au niveau politique, les terroristes vont chercher à affaiblir le pays en visant la compagnie. C'est une véritable caisse de résonance médiatique. Mais les premières actions criminelles sont bien plus anciennes. C'est aux États-Unis, dans les années 60, qu'apparaissent les premiers pirates de l'air. L'aviation commerciale est alors en plein essor. Vous avez eu les détournements qu'on appelait crapuleux, qui sont des détournements assez croustillants, où, notamment aux États-Unis, dans les années 60 et 70, des gens détournaient un avion pour obtenir une rançon. En 1970, on détourne un avion par semaine à peu près. En 1971, un acteur malveillant du pseudonyme de Dan Cooper détourne un avion, le fait se poser, réclame à la compagnie une rançon qu'il obtiendra, $200 000, demande à ce que l'équipage redécolle, l'avion redécolle, et là, il s'enfuit en parachute. Le FBI a finalement refermé le dossier en 2016, après 45 années d'enquête. Sans aucun résultat, Dan Cooper court toujours. Le coup parfait, le braquage parfait, Dan Cooper reste un mystère. Dans les années 60, notamment aux États-Unis, on embarquait aussi facilement à bord d'un avion que d'un autobus. De peur de contrarier leurs passagers, les compagnies refusaient alors tout contrôle. Dans les années 70, des groupes de résistance armée comme l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, utilisent cette facilité d'accès pour servir leur cause. On a des groupes qui en ont fait leur marque de fabrique, en se disant je vais utiliser l'avion parce qu'en fait justement les gens ont peur, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un détournement d'avion et je vais revendiquer politiquement quelque chose, la libération d'un otage, la libération d'un prisonnier. Célèbre en mémoire, pour moi, c'est 1971 où l'OLP a détourné 3 appareils le même jour pour les amener tous les 3 sur un terrain désaffecté en Jordanie, a fait évacuer les passagers, a convoqué la presse et a fait sauter les appareils en même temps. L'objectif n'était pas de faire de la tuerie de masse. L'objectif était une revendication politique et les organisations à l'époque ne souhaitaient pas obligatoirement être impopulaires et donc leur objectif était vraiment l'impact médiatique. Parce que justement cette image que l'on a de se dire on va faire sauter un avion est quelque chose qui va rester pendant très longtemps. Pour lutter contre ces actes de piraterie, plusieurs mesures fortes furent adoptées dès 1974, à commencer par le contrôle au sol de tous les passagers et de leurs bagages. Le terroriste, voyant qu'il y avait des contrôles, a effectivement cherché d'autres modes opératoires et il s'est, entre guillemets, naturellement dirigé vers le bagage de soute à partir des années 80. Dans les années 80, en effet, les terroristes ne cherchent plus forcément à monter à bord. Ils agissent à distance, au moyen de bombes à retardement.
à l'image de ce 23 juin 1985. Ce jour-là, un Boeing 747 d'Air India reliant Toronto à New Delhi disparaît en plein vol au-dessus de l'Atlantique. Oui, monsieur. Rendez-moi service. En 54B, à l'arrière de l'appareil, il y a un petit garçon. Il voulait voir le cockpit. Je vous l'envoie maintenant? En quelques secondes, l'appareil se désintègre au sud de l'Irlande. L'enquête établira la vérité. Des terroristes avaient dissimulé une bombe dans une valise située dans la soute avant de l'avion. On se retrouve à la fin des années 80 avec une période maudite où on veut tuer des gens avec en plus des modules, des avions qui comportent énormément de personnes. Cet attentat fait 329 morts. Et le monde aérien prend conscience que le contrôle des bagages est très loin d'être suffisant. La bombe n'a pas été détectée avant d'embarquer, car les agents de sécurité au sol étaient alors mal équipés et mal formés. C'est l'une des faiblesses du dispositif. L'autre défaillance, c'est jouer à l'enregistrement. Par manque de vigilance du personnel au sol de la compagnie, voilà comment le bagage piégé a pu voyager dans les soutes du vol Air India. J'aimerais enregistrer mon bagage jusqu'à New Delhi. C'est impossible. Je ne peux pas enregistrer vos bagages pour l'Inde si vous n'avez pas confirmé. Mais si, je vous dis que j'ai confirmé. Attendez, je vais chercher mon frère, il va vous le dire. Bon, d'accord. Résultat, le passager qui a enregistré le bagage piégé n'a jamais embarqué à bord de l'avion. Donc on a une prise de conscience et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, on demande à tous les passagers d'avoir son bagage sous surveillance, de s'assurer que personne n'a pu introduire des objets dans son bagage de soute, de s'assurer que personne ne lui a confié quelque chose qui n'est pas à lui. Donc les petits cadeaux emballés, c'est le genre de choses sur lesquelles on combat énormément. Malheureusement, il va falloir un certain temps pour mettre en place les nouvelles mesures de sécurité. Et entre-temps, les attentats continuent. En 1988, une valise piégée explose à bord d'un 747 de la Paname au-dessus de Lockerbie, en Écosse. Il n'y a aucun survivant et l'attentat est attribué au colonel Kadhafi. L'année suivante, en 1989, le même colonel Kadhafi ordonne un autre attentat du même type, cette fois contre un DC-10 de la compagnie française UTA. Là aussi, il n'y aura aucun survivant. C'est un bagage qui était chargé sur l'aéroport de Brazzaville et bien l'avion a explosé au-dessus du Ténéré parce que le contrôle n'avait pas été effectué conformément aux règles internationales de l'époque. À cette époque-là, on est face à un problème technologique. Il fallait checker les bagages quasiment un à un. La technologie qu'on utilisait à cette époque pour contrôler les bagages de soute n'était qu'une technologie basée sur la densité des matières et il ne pouvait pas permettre la détection d'explosifs de manière facile. Dans les années 80, seuls des dispositifs manuels plutôt rudimentaires étaient capables de détecter les matières chimiques composant les pains de plastique dissimulés au fond des valises. Mais pour dépister quelques grammes d'explosifs au milieu de centaines de bagages en transit, la tâche pour les contrôleurs est immense. Pour endiguer ces drames à répétition, les autorités ont donc mis en place une mesure plus rationnelle. Une nouvelle règle, malheureusement pas toujours appliquée par les compagnies, la réconciliation bagages-passagers. On s'assure donc à partir du milieu des années 80, et notamment après Lockerbie, que les passagers qui ont enregistré un bagage en soute sont bien présents dans l'appareil. C'est ce qu'on appelle la réconciliation bagage-passager. Et donc aujourd'hui, sur tout départ de vol, on ne fait jamais voyager un bagage sans son propriétaire. Avant un départ, on doit absolument s'assurer que les deux sont présents à bord. Sauf en cas d'attentat-suicide, c'est un moyen efficace et peu coûteux pour limiter l'intrusion d'explosifs en soute. Premier allié contre le terrorisme, c'est le passager. Et ça, c'est vraiment ce qui a suivi cette période 85, 86, 89, où l'objectif, c'est que le passager lui-même, qui n'est pas kamikaze, qui n'est pas suicidaire, est notre meilleur allié pour savoir ce qu'il y a dans le bagage de soute. Parce que normalement, il n'est pas là pour essayer de se faire sauter au-dessus de l'Atlantique. Cette règle est évidemment toujours en vigueur aujourd'hui, même si son application n'est pas sans conséquence sur le plan commercial. Lorsque on arrive à la fin de l'embarquement et qu'il manque un passager, ça arrive très régulièrement, il faut à ce moment-là réouvrir les soutes, chercher son bagage, débarquer son bagage. D'ailleurs, c'est un motif de retard énorme. Commercialement, c'est très difficile de faire admettre ça aux passagers, mais c'est pour garantir la sûreté du vol.
La réconciliation bagages-passagers est obligatoire dans le monde entier. Et ce type d'attentat a quasiment disparu. En fait, la menace a évolué. Et depuis les années 90, elle est passée de la soute à la cabine. Le détournement Alger-Paris intervient le 24 décembre 1994 à Alger, sur l'aéroport Boumedienne. 4 individus pénètrent sur le tarmac avec un véhicule logoté Air France, s'approchent du vol AF 8969, montent à bord, sous le prétexte d'un contrôle de sécurité. Allez en arrière. Et puis très rapidement, ils prennent le contrôle de l'avion. Police, on ne bouge pas. Et le gouvernement français a une information, et cette information, c'est que le but final des terroristes est de décoller à tout prix vers Paris. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, entend éviter le pire. Pour eux, c'était extraordinaire. Disposer d'un avion, le jeter sur la tour Eiffel ou le jeter sur le palais de l'Élysée, ça aurait été évidemment un exploit extraordinaire. Nous y arriverons! Inch'Allah! À bord, 241 passagers et membres d'équipage. Les premières négociations avec les autorités algériennes tournent court. Les terroristes du GIA, le groupement islamique armé, exécutent froidement 3 passagers. Les autorités françaises exigent alors le décollage de l'appareil. Objectif, pouvoir intervenir sur le sol français. Nous prenions un risque considérable si nous laissions cet avion sur Alger. Je considérais que c'était un avion français qui appartenait à la compagnie Air France, qui avait à son bord une majorité d'Algériens, mais plusieurs dizaines de Français, et qu'il appartenait donc à la France de régler le problème. Les autorités françaises vont ruser et obtenir que l'avion se pose non pas à Paris, mais à Marseille. La première victoire de la gestion des autorités françaises a été de réussir à pouvoir poser l'avion à Marseille, à Marignane. Un avion au sol est un avion sur lequel on peut faire quelque chose. Un avion en l'air est un avion sur lequel on va avoir un problème. On a un délai carburant, on a tout un tas de choses qui font que c'est plus difficile pour nous. Donc à partir de ce moment-là, les autorités françaises savent que l'avion ne décollera jamais de Marseille. Finalement, après 54 heures de prise d'otage, le GIGN lance l'assaut. Les 241 passagers et membres d'équipage sont évacués sains et saufs en moins de 6 minutes. Le GIGN a fini par donner l'assaut, tuant les 4 terroristes, sans toucher un passager, ce qui a été miraculeux. 1000 cartouches tirées, pour vous dire la violence de l'assaut. L'intervention du GIGN a évité le pire. Mais la prise d'otage a coûté la vie à 3 passagers et surtout mis en évidence les failles dans la surveillance de l'aéroport d'Alger. Alors, à Alger, les terroristes ont bénéficié de la complicité d'un policier de l'air et des frontières, ce qui a rendu perméable la chaîne de sûreté. Il est difficile de dire quels étaient les contrôles exacts à Alger. L'attentat manqué de 1994, à mon avis, il était difficilement évitable. On aurait toujours trouvé des complicités, comme on pourrait en trouver aujourd'hui dans d'autres pays d'Afrique, par exemple. Dans les années 90, l'avion était protégé, on contrôlait les passagers et les bagages de cabine, on commençait à contrôler les bagages de soute, on ne contrôlait pas le fret aérien, et les personnels sur les aéroports, à cette époque, étaient contrôlés de manière plus aléatoire et ne faisaient pas l'objet d'une obligation réglementaire telle qu'aujourd'hui. Donc concrètement, oui, c'était possible à cette époque de commettre ce type d'attentat. À la suite de ce drame, Air France décide de suspendre ses vols vers Alger. Un embargo de fait qui va durer 9 ans jusqu'en 2003 et qui sera suivi par d'autres compagnies aériennes européennes. C'est un message qu'on envoie, le niveau de sûreté n'est pas garanti, donc on arrête la liaison. Donc ça, c'est la mesure ultime. On peut considérer que si on arrête les vols, finalement, c'est qu'on a perdu. Suspendre les liaisons aériennes est un acte fort, et dont la conséquence est l'isolement d'un pays. Pour des raisons de sûreté, ce fut le cas avec l'Algérie. Même si cette décision allait à l'encontre de la Convention de Chicago, le texte fondateur de l'aviation civile, qui prône la libre circulation des biens et des personnes à travers le monde. L'aérien et le vecteur aérien est un des moyens de maintenir la paix dans le monde. Donc on a un objectif initial de l'aviation, s'assurer, en interconnectant les citoyens des différents pays, que
on va avoir une plus grande ouverture. Je dirais c'est un peu le réseau social avant le réseau social. C'est du Twitter, du Facebook des années 50. L'aviation était une ouverture sur un monde qui était différent. De fait, en 1944, à la signature de la Convention de Chicago, le monde était bien différent. Le texte garantissait alors la souveraineté de chaque État dans son espace aérien. Mais il se révèle très limité face au développement du terrorisme des années 2000. L'attentat manqué du Alger Paris est important parce qu'il y a dedans les germes de l'attentat de septembre 2001. À cette époque, dans les années 90, quand on nous disait « Est-ce que vous imaginez un attentat fait par des kamikazes possibles ?» Nos collègues psy nous répondaient « On n'imagine pas un terroriste attendre paisiblement avec sa bombe sur lui au milieu de la salle d'embarquement. » Le terroriste n'est plus là pour essayer de faire sauter des gens, mais il est capable d'être kamikaze, de se coordonner avec plusieurs vols, et ils sont prêts à se tuer pour cela. Le 11 septembre 2001, des terroristes d'Al-Qaïda s'emparent de 4 avions de ligne américains, peu après leur décollage. Les 2 premiers sont précipités contre les tours du World Trade Center de New York, le 3e contre le Pentagone à Washington. Quant au dernier avion, il s'écrase en rase campagne en Pennsylvanie. Le 11 septembre 2001, j'ai eu un monde qui s'écroulait devant moi. J'enseignais de la sûreté depuis une quinzaine d'années. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais enseigné, tout ce que j'avais initié de la manière la plus humble possible, c'était complètement réduit à néant. Alors 2001, c'est fondamental, c'est fondateur, parce que la cible, c'est la plus grande puissance du monde, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, ils se pensaient invulnérables. L'attentat suicide du 11 septembre et ses presque 3000 victimes ont marqué un tournant décisif dans le monde de la sûreté aérienne. La prise de conscience, elle est extrêmement brutale, puisque dans le monde aérien, on se dit que des avions de ligne peuvent servir de vecteur à une action terroriste. Pendant 30 ans, on a expliqué aux gens qu'on mettait en place des mesures efficaces, que le risque kamikaze n'existait pas. On se rend compte que tout ce qu'on a monté à partir de ce moment-là ne permet pas de contrecarrer la menace. Il va falloir qu'on coopère plus, on va devoir avoir quelque chose d'industriel, une sûreté industrielle et plus une sûreté artisanale. Les terroristes du 11 septembre n'étaient équipés que de simples cutters. À l'époque, embarquer à bord d'un avion avec une petite arme blanche était tout à fait possible. Avant 2001, les postes d'inspection filtrage ressemblaient à peu près à ce que nous connaissons aujourd'hui. La seule différence, c'est que vous pouviez monter à bord avec une paire de ciseaux, avec un cutter dans votre trousse. Ça ne posait pas de problème. C'était interdit. La seule chose, c'est que les portiques, à cette époque, étaient réglés principalement pour détecter à peu près 60 grammes d'acier. Si vous mettez un portique de détection de masse métallique, si vous le réglez pour détecter 5 grammes d'acier, vous allez arrêter tout le monde. Donc, c'était possible de rentrer avec des moyens qui étaient en deçà de cette règle de base. Depuis 2001, tous les objets coupants ou contondants sont formellement interdits à bord des avions, du couteau suisse à la simple lime à ongles. En 2001, les États-Unis décident qu'on va prendre ça au sérieux et imposent leurs mesures dans le monde entier. Et ces mesures, c'est quoi? C'est 100% de contrôle, on contrôle tout ce qui monte à bord. C'est ça ce que fait septembre 2001. C'est la puissance américaine qui dit désormais, tout ce qui monte à bord, c'est contrôlé. Et il l'impose à tous les avions qui vont aux États-Unis, donc au monde entier en fait. Mais les simples contrôles ne suffisent plus. Les autorités décident aussi de renforcer la protection des postes de pilotage. La première mesure, c'est de s'assurer que personne d'autre que les gens qui ont quelque chose à y faire ne soit dans le cockpit. Et pour éviter toute intrusion étrangère, une solution de bon sens est imposée aux compagnies du monde entier. Depuis le 11 septembre, on a pris une nouvelle direction en matière de protection des avions. Les cockpits sont munis de portes blindées. La porte de cockpit blindée doit être là, il doit y avoir un code et la plupart des compagnies ont trouvé utile d'avoir une caméra qui permet aux pilotes de savoir ce qui se passe dans la cabine. En fait, l'entrée dans le cockpit est quelque chose qui est à l'initiative du pilote et du copilote et n'est plus quelque chose qu'ils doivent subir.
Le blindage des cockpits était une réponse à un problème donné, à un instant T, qui était plus fait pour rassurer qu'autre chose. Ça a une efficacité certaine, mais ça ne répondait pas de manière globale à la menace. Mais en matière de sûreté, il n'y a pas de solution parfaite. Et la protection la plus efficace peut même parfois être retournée et devenir une véritable menace. En mars 2015, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings quitte Barcelone. Destination Düsseldorf. 29 minutes après son décollage, le commandant de bord s'absente quelques instants pour se rendre aux toilettes. Geste prémédité ou non, le copilote dépressif en profite pour s'enfermer dans le cockpit et se retrouve alors seul aux commandes. Lorsqu'il souhaite réintégrer le poste de pilotage, le commandant trouve porte close. Impossible à déverrouiller de l'extérieur et inviolable. La porte blindée résiste à tous les assauts, alors que dans un délire suicidaire, le jeune copilote envoie l'Airbus se fracasser contre la montagne dans les Alpes françaises. Bilan, 150 victimes. Suite à ce drame, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a préconisé la mise en place de nouvelles procédures. La règle des 4 yeux implique qu'il y ait 2 personnes dans le poste de pilotage en permanence, afin d'éviter que l'accident de la Germanwings ne se reproduise. L'objectif de l'aviation civile étant toujours de s'assurer qu'on a le meilleur niveau de sécurité, le meilleur niveau de sûreté à tout moment. En clair, lorsqu'un des 2 pilotes s'absente du cockpit, une hôtesse ou un steward doivent être physiquement présents. Mais depuis le 11 septembre 2001, les principales évolutions en matière de sûreté aérienne concernent le sol et surtout l'aéroport. Les mesures appliquées dans les grandes démocraties occidentales à partir de 2001 sont un véritable mur qui est très dissuasif pour le terroriste. Les aéroports sont partagés en 2. Au milieu, il y a un mur. Avant ce mur, on est dans la zone publique, qu'on appelle aussi zone ville. De l'autre côté de ce mur, il y a la zone réservée. Et dans cette zone-là, il n'y a que des passagers, des bagages et du fret qui ont été contrôlés. Pour accéder au côté piste, vous devez être en possession d'un titre de circulation ou d'un billet. L'espace qui entoure les avions porte dorénavant un nom. Il s'appelle Zone de sûreté à accès réglementé. Et pour y pénétrer, il faut obligatoirement avoir franchi un point de contrôle. D'une manière générale, en Europe, on considère que tout est contrôlé à 100%. Rien ne rentre qui n'ait pas été contrôlé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tous les passagers, on les fait passer sous des portiques. C'est pas parfait, mais on détecte une masse métallique. Et tous les bagages passent dans des tunnels X-ray dans lesquels on voit assez bien les explosifs et les armes. Mais également pour tous ceux qui travaillent sur l'aéroport au profit de l'avion, qui passent également les mêmes contrôles, les mêmes points d'inspection-filtrage. Les véhicules sont également inspectés et filtrés, ce qui fait que lorsqu'on s'approche de l'avion, globalement, ce sont des gens qui, normalement, ont tous été contrôlés. Ce qu'on cherche à faire, c'est à sanctuariser l'aéroport côté piste. Et la tâche est immense. La surface d'un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle représente le tiers de Paris. Chaque jour, 80 000 personnes travaillent pour accueillir quelques 65 millions de passagers annuels. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Donc au total, les agents de sûreté traitent à Roissy 80-90 000 passagers par jour. Ça donne une idée de l'ampleur du défi d'ailleurs. Il faut que dans ces 90 000 passagers, il n'y ait aucun terroriste qui passe. Donc c'est quand même un métier où il faut être performant. L'apparition de ces zones de sûreté a généré de nouvelles difficultés. Comment imposer aux millions de passagers des contrôles efficaces sans leur faire perdre trop de temps, ni générer un fort sentiment d'insécurité? Depuis 15 ans, la sûreté aérienne est face à un défi énorme et elle a dû s'adapter. Quand j'ai pris mes fonctions, il était très facile de rentrer sur un aéroport, même sans badge. On y allait en costume cravate, il n'y avait aucun problème, on passait les postes de contrôle. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument impossible. Idéalement, si on voulait empêcher les explosifs et des armes de monter dans les avions, qu'est-ce qu'on ferait? Il faudrait déshabiller tous les passagers. Donc ça, c'est impossible. Donc le compromis, c'est de faire en sorte que cette opération soit faite relativement rapidement et de plus en plus rapidement. Aujourd'hui, par rapport à 2001, dans les aéroports, il n'y a plus de file d'attente. Quand vous allez prendre l'avion à Orly, vous arrivez 30 minutes avant. Je me souviens quand même, il y a 15 ans, c'était pas ça.
De fait, pour le passager, le parcours habituel du contrôle de sûreté a beaucoup évolué. Il commence dès le comptoir d'enregistrement et concerne vos bagages. On va demander aux passagers de se poser la question, est-ce que c'est bien mon bagage que j'enregistre? On a parfois des surprises. Et puis ensuite, le bagage, dans ce que ne voit pas le passager, est passé devant un contrôle à 100%. Ça a d'abord été un problème technologique. Il a fallu inventer des systèmes qui permettaient de détecter les explosifs à l'intérieur des bagages. Cela peut être complexe parce que les bombes, on peut les dissimuler dans tout un tas d'objets. On a des cas sur les attentats des années 80 où on mettait ça dans une radio, par exemple. C'est plus difficile pour un humain de savoir ce qu'il y a dans une radio s'il n'a pas la technologie. Donc la technologie est là pour aider et est là pour que ça prenne moins de temps. C'est invisible pour le passager. Mais avant d'être embarqué à bord de l'avion, les bagages sont soumis à des systèmes de détection utilisant les technologies les plus récentes. Les bagages passent dans des tomographes, c'est-à-dire dans des rayons X-ray. Le tomographe est identique au scanner médical. Ça permet de faire des coupes en 3 dimensions d'un bagage et donc de lire à l'intérieur d'un bagage son contenu et de distinguer si vous avez une charge explosive, si vous avez un engin explosif improvisé, vous allez le voir d'une manière beaucoup plus visible que sur un contrôleur radioscopique traditionnel. Vous ne verrez que les densités de matière. On voit très bien aussi les fils, les piles, donc on peut voir certaines formes de détonateurs. Ça permet de voir beaucoup de choses. Ce scanner de dernière génération travaille en 3 dimensions. Il est rapide et constitue actuellement le système de fouille le plus performant. Il équipe aujourd'hui la plupart des grands aéroports internationaux. Mais pour être efficace, faut-il encore avoir un personnel compétent et motivé pour un travail somme toute assez fastidieux. Maintenir la motivation de quelqu'un pour détecter un acte qui n'arrivera peut-être jamais dans toute sa carrière, c'est très compliqué. On est dans la lutte antiterroriste. Donc les agents, et c'est une des grandes difficultés de leur métier, sont testés en permanence. Dans les écrans X-ray, on leur injecte des fausses images. On intègre à l'intérieur d'un bagage, de cabine ou de soute, des images virtuelles de bombes, de manière à tester et à maintenir la vigilance de l'agent. Leur performance est mesurée tout au long de l'année. Il y a une performance minimale, et s'ils ne l'atteignent pas, il faut qu'ils repartent en formation pour être remis au bon niveau. À partir de 2018, une directive de Bruxelles imposera la généralisation de ces tomographes sur l'ensemble du territoire européen. Au-delà des bagages personnels, les mêmes règles s'appliquent également au fret. Destinés à l'import-export, aux magasins hors taxes de l'aéroport ou aux compagnies aériennes, la moindre marchandise entrant sur un aéroport est contrôlée et vérifiée. En matière de fret aérien, hormis dans le fret express, vous n'avez pas de problème de timing. Quand vous prenez votre avion, si vous arrivez 20 minutes avant le départ du vol, votre bagage de soute, il doit être contrôlé dans les 20 minutes. Or, si vous envoyez une palette de petits pois à l'autre bout du monde, vous avez beaucoup plus de temps pour la contrôler que le bagage de soute. Pour ça que le contrôle du fret, il est à la fois plus compliqué compte tenu des volumes et il est à la fois un petit peu plus simple compte tenu des délais que vous avez pour contrôler ces marchandises. Les camions de livraison et d'approvisionnement sont tous contrôlés par les autorités de sûreté. Et ces contrôles prennent parfois un aspect moins technologique. On aspire une petite quantité d'air quand le camion arrive sur l'aéroport. Cette petite quantité d'air est présentée à un chien et le chien détecte la présence d'explosifs d'une manière quasiment infaillible. On s'est aperçu par exemple dans certains contrôles que le chien détectait un explosif et on regardait ce qu'il y avait dans le camion, il n'y avait rien. On regardait le livret de bord du camion et on s'apercevait que 2 livraisons avant, il avait transporté des produits dans lesquels il y avait un composant d'explosif. Donc le chien détecte ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 chargements avant. Donc le chien est très très performant. Et donc dans ce système-là, les contrôles ont lieu en 10 minutes. Très très bien, mon gosse. Même les plateaux repas, pourtant fabriqués dans l'enceinte des aéroports, sont soumis à une surveillance rigoureuse. Le principe de base, c'est ce qu'on appelle une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Donc le plateau repas, pour des raisons sanitaires, on ne va pas au pied de l'avion ouvrir pour aller voir ce qu'il y a dans un plateau repas. Donc l'objectif étant de s'assurer que ce que l'on a pris pour fabriquer le plateau repas ne contient pas de choses dangereuses et qu'ensuite on maintient cette intégrité jusqu'au moment de l'avion et jusqu'au moment où le passager va ensuite manger son plateau repas.
bagage ou marchandise embarquée à bord d'un avion est donc rigoureusement vérifié et contrôlé. Évidemment, le passager propriétaire de la valise va lui aussi devoir subir une fouille minutieuse. C'est l'étape dite de l'inspection filtrage. Elle est souvent fastidieuse, même si elle est de mieux en mieux acceptée. Le traitement du passager, c'est quelque chose de compliqué, parce que le passager, il est stressé. Il n'a pas garé sa voiture, il est très en retard. Et donc, quand il se présente devant le mur des contrôles, il est volontiers, pour une partie d'entre eux, agressif. Mais on a beaucoup progressé parce que justement, aujourd'hui, le passager accepte beaucoup plus le contrôle de sûreté qu'avant. Et l'agent, il met beaucoup plus d'attention à le faire. Aujourd'hui, il est impossible d'échapper au contrôle de sûreté, y compris pour le personnel de l'aéroport ou les équipages des compagnies aériennes. Toutes les personnes qui accèdent à l'avion, que ce soit la personne qui fasse le plein de carburant, la personne qui fasse le ménage, et les membres d'équipage, y compris le commandant de bord, sont soumises exactement aux mêmes règles. Ça ne sert à rien d'avoir un système qui sécurise tout si au final on a le loup dans la bergerie. Les gens qui viennent travailler, par exemple, ils ont des voitures, ils ont des mallettes d'outils, et tout ça, une mallette d'outils par exemple, ça contient des choses pointues et tout ça, donc c'est pas les plus faciles à contrôler. On a un contrôle à 100% physique des gens qui rentrent dans ce qu'on appelle la partie critique, donc au plus près des aéronefs. Au début, ça a été un grand changement pour nous, parce qu'effectivement, avant, on allait directement à l'avion, on ne nous fouillait pas, on ne faisait pas retirer les chaussures. En 1987, aux États-Unis, le personnel des compagnies aériennes n'était pas fouillé avant d'embarquer. Il leur suffisait juste de présenter leur badge. C'est ainsi qu'un salarié licencié de la compagnie Southwest a réussi à introduire un pistolet à bord d'un vol Los Angeles-San Francisco. Après avoir assassiné les 2 pilotes, par vengeance suicidaire, il a écrasé l'appareil et ses 38 occupants dans les collines californiennes. Aujourd'hui, un salarié quittant une compagnie doit impérativement rendre son badge pour être certain qu'il ne puisse plus accéder à bord en toute liberté. Depuis une quinzaine d'années, avec le terrorisme djihadiste, est apparue une nouvelle forme de menace avec des modus operandi, si je puis dire, inconnus jusque-là. Seulement 3 mois après le 11 septembre 2001, une tentative d'attentat pour le moins originale est initiée sur le vol 63 d'American Airlines. Au départ de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un passager se présente au contrôle inspection filtrage. Son nom, Richard Reid. Richard Reid avait dissimulé des explosifs dans ses semelles, mais à l'époque, il n'y avait pas de détecteur de traces explosifs. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être détecté, ou très difficilement. Eh bien, il a utilisé cette faille. L'homme attire pourtant les soupçons des contrôleurs, mais faute de preuves, il le laisse finalement monter à bord. Destination, Miami. Richard Reid, avec l'accord de la police et de la compagnie, est monté dans l'avion, mais coup de chance, ses semelles étaient toutes mouillées et l'explosif n'a pas fonctionné. On se rendait compte qu'il y avait un souci, mais on n'avait pas la technologie nécessaire pour réussir à savoir comment répondre à cette menace-là. D'où, sur les postes d'inspection filtrage, la mise en place de systèmes qui permettent de contrôler de manière aléatoire qu'il n'y a pas d'explosifs à l'intérieur des chaussures. Aujourd'hui, ces dispositifs de détection d'explosifs pour chaussures équipent les aéroports du monde entier. Faciles d'utilisation et fiables dans leur analyse, ils permettent de contrôler plus de passagers sans ralentir le flux. Mais l'imagination des terroristes est sans limite. Et évidemment, ils ont cherché à contourner l'obstacle en utilisant d'autres produits sous d'autres formes. C'était en 2006 à Londres, et on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des tentatives d'introduction d'explosifs liquides. Sachant que les machines, entre autres pour les passagers et les bagages de cabine, permettent de détecter la densité de la matière. Du liquide, c'est pas dense, donc le terroriste a cherché cette voie. Pour faire exploser un avion, il faut quand même pas mal d'explosifs. Donc on a réuni des grands comités d'experts qui, après avoir bien réfléchi, ont dit qu'en dessous de 100 millilitres, c'était pas possible. Conséquence, depuis la tentative d'attentat raté de Londres,
Tout contenant bouteilles, tubes, flacons de plus de 100 ml est en théorie interdit à bord. En dessous de 100 ml, vous pouvez transporter vos liquides et vous les montrer. Aujourd'hui, on est passé à une nouvelle phase. On a des détecteurs qui détectent les molécules d'explosifs. Donc on peut passer les bouteilles à condition qu'elles passent au détecteur. Et ils commencent à être installés un peu partout. On est passé également depuis 2009 à une tendance qui était je transporte mon explosif dans mon bagage à je vais dissimuler l'explosif sur moi. Ce nouveau mode opératoire est utilisé pour la première fois en 2009. Un jeune Nigérian de 23 ans embarque le 25 décembre à Amsterdam, à bord d'un vol Northwest à destination de Détroit. Les contrôles de sécurité n'ont pas détecté la charge explosive, sans détonateur métallique et composé de poudre, que l'homme porte caché dans ses sous-vêtements. Il a dissimulé sur lui, au niveau de ses jambes, de l'explosif qu'il va chercher à mélanger avec un liquide qu'il a dans une seringue. Il y aura une détonation dans l'avion. Les passagers et membres d'équipage vont finir par le maîtriser, le neutraliser. Et il avouera, après coup, au FBI qu'il a agi pour le compte d'Al-Qaïda. Comment détecter des matières explosives dépourvues de détonateurs métalliques et dissimulées à même le corps? Les ingénieurs ont mis au point une nouvelle parade, le body scanner. Il s'agit d'une cabine transparente où en quelques secondes, le corps du passager est analysé, y compris à travers ses vêtements. L'imagerie du body scanner, ça ressemble un peu à l'imagerie médicale. Quand un médecin cherche quelque chose, il faut qu'il tâtonne, il faut qu'il regarde de près. Sur un body scanner, si on veut être à 100% de la machine, il faut faire pareil. Donc ça ne marche pas avec le contrôle des passagers. Le contrôle des passagers, ça va être rapide et automatique. L'autre limite du body scanner, c'est qu'il est arrêté par la peau. Donc il suffit que vous ayez un vêtement en cuir, ou un sous-vêtement en cuir, et donc le body scanner, il passe plus. Mais ces body scanners, dans le temps, vont évoluer, vont devenir de plus en plus fiables, à tel point que là où vous retirez vos chaussures, là où vous retirez votre ceinture, là où vous retirez votre veste afin de pouvoir passer un poste d'inspection-filtrage, demain, vous n'aurez plus à le faire. Si nos aéroports disposent de machines de plus en plus perfectionnées, la vigilance humaine reste néanmoins essentielle pour empêcher toute intrusion à bord. Monsieur, dame, bonjour. Contrôle des passeports, s'il vous plaît. Passeport contrôle, please. De même, afin d'éviter les complicités et les infiltrations, chaque embauche d'un nouvel agent au sol nécessite une enquête administrative et un feu vert du préfet de police. Et une fois embauché, la surveillance ne cesse pas pour autant. Je peux voir votre badge, s'il vous plaît? Ah, pardon, excusez-moi. Je vais dans un premier temps. Merci. Nous patrouillons en permanence et chaque fois que nous patrouillons, nous vérifions que la personne est bien titulaire d'un badge et que, globalement, cette personne, avec une carte d'identité, est bien la personne qui correspond à ce badge. On va sélectionner le fourgon qui arrive. Le fourgon? Ces badges, en plus, ont des zones attribuées. Certaines permettent d'accéder uniquement au bagage, certaines permettent d'accéder aux avions. Donc on s'assure également que le titulaire du badge est dans la zone sur laquelle il a le droit de travailler. Vous partez sur une livraison? Non. Mais face à l'intensification de la menace terroriste, les seules patrouilles de la gendarmerie ne sont plus suffisantes. L'ensemble des moyens en notre possession sont utilisés. C'est les vidéoprotections qui sont un peu partout au niveau des aéroports, mais également, bien sûr, le renseignement est essentiel. Avec une radicalisation extrêmement rapide, de plus en plus rapide, il y a également l'objectif d'utiliser les personnels, parce qu'en fait, on va peut-être voir des signes de différence de comportement. Donc l'objectif est de donner suffisamment d'outils aux collègues pour réussir à remonter une information. Le cas de figure le plus fréquent de retrait de badge, c'est lorsqu'il est constaté des signes de radicalisation violente par une des personnes. Et cette surveillance renforcée est efficace. En 2015, à Roissy-Charles de Gaulle, les autorités ont retiré 70 badges d'accès à des salariés au comportement suspect. Tout est fait pour que l'univers soit le plus sain possible autour de l'avion. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais aujourd'hui, que ce soit pour les passagers, le personnel navigant, les employés aéroportuaires, les bagages ou le fret, tout est contrôlé. Donc ce qu'il faut comprendre dans la valeur du système, c'est est-ce qu'il est dissuasif vis-à-vis du terroriste ou pas. La meilleure preuve, quelque part d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu, en tout cas dans les démocraties occidentales, il n'y a pas eu de tentative d'intrusion dans les avions. Au contraire, on s'attaque maintenant aux aérogares eux-mêmes. Ce
qui montre bien que le terroriste, il a un peu renoncé, touchant du bois, il a un peu renoncé à monter dans les avions. De fait, la nouvelle menace pèse aujourd'hui sur l'espace le moins protégé de tout votre voyage. La zone publique de l'aéroport, celle appelée côté ville. En 2001, on s'est dit, on contrôle derrière. Qu'importe ce qui se passe côté ville. Depuis l'attentat de Bruxelles, les terroristes se sont dit, dans la zone réservée, j'y vais pas, c'est trop compliqué. Mais alors que c'est magnifique, il y a des queues dans les aéroports et je vais frapper là. Le 22 mars 2016, 3 terroristes se revendiquant de Daesh font exploser 2 bombes dans la zone d'enregistrement de l'aéroport de Bruxelles. C'est l'heure de pointe et les comptoirs sont bondés. Le bilan s'élève à 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Depuis cet épisode, tous les grands pays me phosphorent pour essayer de trouver une solution. La première idée la plus naturelle, dans la lignée de ce qui a été fait en 2001, c'est de mettre le mur aux frontières de l'aéroport. Au lieu d'avoir le mur au milieu, on le met au bord. Si je fais un contrôle à l'entrée de l'aérogare, les gens vont attendre à l'extérieur et vont être une cible encore plus facile. Donc ça veut dire que les moyens associés pour s'assurer qu'on n'ait pas une file d'attente sont énormes. Et ça, on peut le voir, ne serait-ce qu'après l'attentat de Bruxelles, où les gens pouvaient attendre jusqu'à 3 heures dehors, et ça demande après des moyens de protection de ces gens dehors qui sont beaucoup plus difficiles que les gens qui sont dedans. Mettre les contrôles à l'entrée de l'aérogare ne fait, à mon sens, que de déporter le problème. Parce que le terroriste, s'il ne va pas se faire exploser à l'intérieur de l'aérogare, il se fera exploser à l'entrée de l'aérogare, à un endroit où il y a un poste d'inspection-filtrage, il pourra faire quasiment autant de victimes. D'où le fait que la sûreté côté ville, pour moi, est principalement un problème de sécurité publique et pas un problème de sécurité du transport aérien. En France, les autorités ont déjà mis en place depuis plusieurs années certaines mesures pour protéger l'extérieur de nos aérogares. En France, je ne peux plus déposer mon passager ou la personne que j'accompagne à l'aéroport directement à côté de l'aérogare. Il faut que je marche un petit peu. Et cette mesure est une des mesures phares pour réussir à éviter les véhicules béliers. Donc on va limiter l'accès de l'aérogare et les voies les plus proches aux véhicules qui sont des véhicules de transport en commun ou des véhicules que l'on peut un peu plus facilement contrôler. L'enjeu principal est donc de réduire au strict minimum l'agglutinement des passagers avant leur entrée dans l'aérogare. En la matière, un État est devenu un véritable expert. C'est Israël, confronté depuis des décennies à la menace terroriste. L'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv est devenu une référence en matière de sûreté. Plus vous avez une menace sur votre territoire, plus vous allez être tenté de déporter des contrôles. L'aéroport d'Israël en est un exemple. L'aéroport de Tel Aviv a même été conçu pour s'assurer qu'on puisse sécuriser justement le plus en amont possible. Il y a d'extrêmement bons exemples. Le contrôle des véhicules longtemps avant qu'ils n'arrivent à l'aéroport est quelque chose d'extrêmement intéressant. Les passagers qui souhaitent accéder à l'aéroport sont contrôlés 3 km en amont de l'aéroport par des agents de sécurité privés, mais aussi par des militaires. Et puis, c'est une longue progression vers l'accès à bord. Par exemple, on va trouver un portique de détection de masse métallique à l'entrée de l'aérogare, des mesures de vidéosurveillance, de patrouilles que l'on voit, de patrouilles que l'on ne voit pas, de dissuasion et une force de gens d'intervention côté ville qui est extrêmement importante. À Tel Aviv, la surveillance est même comportementale. Les Israéliens ont de véritables techniques de détection d'attitudes suspectes. Les passagers sont profilés, ils subissent des mini-interrogatoires. On va leur poser des questions courantes. Le but du profiler est de faire parler la personne et essayer de détecter des signaux faibles. Si la personne se contredit, si la personne a des doutes, ne sait pas répondre de manière spontanée, c'est les signaux faibles. Are you involved with World Jihad Organization? No. Ces techniques de profilage sont utilisées également pour certains vols sensibles à destination des États-Unis. Mais à terme, elles pourraient se généraliser à l'ensemble du trafic. L'idée, c'est de repérer un comportement atypique à l'intérieur d'un flux de passagers. Donc l'objectif est de se baser sur l'intelligence humaine et sur quelque chose qui est radicalement différent de la technologie. C'est ce qu'on appelle l'analyse comportementale. C'est-à-dire que toute personne qui n'est pas en règle avec les règles qu'elle a intégrées dégage des signaux. Et donc on n'a pas attrapé de terroristes, parce qu'il n'y a pas de terroristes, mais on a arrêté beaucoup de gens qui avaient des liasses de billets de 10 000, qui avaient de la poudre blanche,
ou qui étaient avec une jeune femme qui n'était pas leur femme légitime. Seul problème, ces techniques demandent du temps et vont à l'encontre de la préoccupation des compagnies aériennes, aller vite. Mais là aussi, la solution pourrait venir de la technologie. Des systèmes de vidéosurveillance et des sociétés actuellement essayent de développer des systèmes automatiques qui vont là aussi détecter des états physiologiques anormaux, une température élevée, une transpiration anormale, une pulsion cardiaque là aussi anormale. Le grand rêve des industriels, c'est d'avoir un couloir dans lequel il y a des senseurs multi-objectifs. On cherche tout ce qu'on veut, toutes les sortes de molécules. Et le passager, à la sortie, s'il est suspect, il est aiguillé d'un côté et sinon il passe de l'autre. En attendant l'arrivée de ces techniques assez intrusives, le profil des passagers est déjà passé à la loupe dès l'achat du billet. Nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse, habitudes alimentaires, tout est noté dans un gigantesque fichier dit PNR pour Personal Name Record. Mis en place aux États-Unis après le 11 septembre, ce fichier est consultable par les services de renseignement. Longtemps contesté en France au nom des libertés individuelles, il a finalement été instauré après les attentats de 2015. En France, avant les attentats, on était allé jusqu'à supprimer les contrôles d'identité. Donc vous pouviez vous appeler Ben Laden, monter dans l'avion, personne ne vous disait rien. On comptait sur les contrôles bagages, pour vous empêcher de faire exploser l'avion. Mais comme vous êtes Ben Laden, que vous êtes plus malin, peut-être que vous auriez quand même réussi. Le PNR permet là aussi d'identifier des signaux faibles. Un passager qui aurait acheté un billet aller simple. How long you stay in France? N'aurait pas de réservation d'hôtel. And you sleep in hotel? You sleep in hotel? No. Where? Cognac. Aurait payé son billet en liquide. Les services de renseignement recherchent de l'information sur les voyageurs afin de détecter la menace le plus précocement possible. Vous parlez français, messieurs, dames? Vous parlez français? Donc le contrôle a été un peu renforcé à cause des terroristes et je pense que c'est assez naturel de se protéger contre ce qui se passe aujourd'hui. Depuis 2001, la surveillance des voyageurs s'est donc considérablement renforcée. Et pas seulement à travers les contrôles d'identité. Aujourd'hui, l'objectif des autorités françaises est d'aller encore plus loin. Et notamment pour les vols venant de l'étranger, de sécuriser le parcours des passagers dès l'aéroport de départ. On s'est rendu compte que c'était pas la peine de bâtir Fort Knox à Orly ou à Roissy si l'aéroport de départ n'était pas sécurisé. Les pays qui ont le plus potentiellement de djihadistes font l'objet effectivement d'un suivi un peu plus important à la fois là-bas dans ces pays par les services de renseignement, mais également nous à l'arrivée. Ce vol entrant, vol qui vient typiquement d'Afrique, du Moyen-Orient. C'est actuellement les endroits qui sont ciblés comme les plus dangereux. C'est lui qui menace directement la Tour Eiffel ou la Tour Montparnasse. Beaucoup plus que le vol qui arrive de Lyon, qui lui est très contrôlé. Et donc on se dit qu'il faut se protéger de ça, c'est ce que font les Américains. Partout dans le monde, un vol entrant aux États-Unis aura des contrôles spécifiques à son décollage. Les Américains viennent en France pour s'assurer qu'on réalise bien les mesures de sûreté. Les Anglais le font également. C'est quelque part un moyen de nous préserver, parce que l'avion ensuite, lorsqu'il arrive sur le territoire français, comme il est passé par un autre aéroport, on doit s'assurer que cet avion soit propre quand il arrive chez nous. Et la France fait la même chose. Régulièrement, des missions de contrôle sont organisées par l'État français sur les aéroports jugés les plus exposés aux risques terroristes. Si on voit qu'il y a une défaillance sur un aéroport qui nous intéresse, c'est de nous assurer qu'on travaille avec l'État et qu'on aide cet État, qu'on aide cet aéroport à se remettre au niveau. Et ensuite, si nous ne pouvons pas faire autrement, c'est de demander aux compagnies aériennes de mettre en place des mesures additionnelles avant que les passagers puissent rentrer dans l'avion. Vous redoublez les contrôles, vous contrôlez 100% des passagers à l'entrée de l'avion. 100% de palpation, par exemple. 100% d'ouverture de sac, ça dépend de ce qu'on cherche. Un tel dispositif, s'il avait existé en 1994, aurait très probablement empêché le détournement à Alger du vol d'Air France. Une autre solution, mise en place par les Américains après le 11 septembre, consiste également à carrément embarquer sur certains vols sensibles un garde armé, un Air Marshal. Ce policier des airs, totalement incognito parmi les passagers, doit jouer le rôle du dernier rempart en cas d'attaque terroriste en plein vol.
Les personnes armées à bord, ça nous vient des États-Unis et d'Israël, ça a été dans les avions de mettre des gens qui sont des passagers entre guillemets fantômes et qui sont là pour intervenir sur des vols à risque si jamais il y a un problème. Ces Air Marshal sont armés, rompus au combat en milieu clos, ils voyagent totalement incognito. Bonjour, monsieur. Bonjour. Carte d'embarquement, s'il vous plaît. Oui. Un passager, il ne verra pas ces personnes-là quand il montera dans l'avion. Il ne saura pas qu'il est assis à côté de quelqu'un qui a cette formation-là. C'est pas très facile, parce que ça suppose que cette personne-là soit vraiment très bien entraînée. Pour stopper un terroriste dans un avion, on risque plus de faire un carnage qu'autre chose. J'ai déjà eu des agents Air Marshal à bord. Je ne peux pas vous dire s'il se présente à nous, s'il est en civil, s'il est assis plutôt à l'avant ou à l'arrière. Il est à bord. On agit sur un aspect qui est la dissuasion. Le simple fait de dire aux passagers « le vol que vous allez utiliser, il y a potentiellement 1, 2, 3, 4 Air Marshal à bord », la problématique pour l'acteur terroriste n'est pas du tout la même. Il ne sait pas à qui il va avoir affaire dans l'avion. Entre terroristes et responsables de la sûreté, la surenchère est permanente. Toute nouvelle protection voit émerger une nouvelle menace. La dernière en date, les cyberattaques. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne, chaque mois, on compte 1 millier de tentatives d'intrusion dans les systèmes informatiques des avions, des compagnies ou des aéroports. Le cyberterrorisme, quelque part, ce serait le Saint Graal pour les terroristes de tout poil. Il faut faire très attention, parce que c'est vrai que depuis 20 ans, dans les avions modernes, tout passe par une ligne informatique avec des calculateurs. Donc toutes les données sont là-dessus. Si on réussit à s'introduire là-dessus, on va pouvoir arrêter les moteurs. Donc si on veut faire changer de cap l'avion, on peut penser que l'équipage va réagir, va prendre les commandes manuellement. Donc là, après, si par malheur, il y avait un moyen de faire n'importe quel moteur, ça serait plus embêtant. Le risque en matière de cyberterrorisme, ce serait la prise de contrôle, que le commandant de bord n'ait plus le contrôle de son appareil. L'avion a énormément de systèmes embarqués, et pour notre plus grand besoin. Et la menace cyber, c'est ni plus ni moins que de savoir si nos systèmes sont vulnérables aux techniques d'attaque cyber actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Et le premier stade, avant de se protéger, c'est de connaître, de manière à mieux se préparer. Tous les acteurs du monde aéronautique, constructeurs, équipementiers ou compagnies, développent aujourd'hui dans le plus grand secret les protections pour contrer ces nouvelles cybermenaces. Et le défi est immense et urgent, car en matière de techniques de destruction, l'histoire des dernières décennies le prouve, les terroristes ont souvent une longueur d'avance. La sûreté aérienne, c'est avant tout de l'anticipation. Nous avons été pendant de nombreuses années dans une posture de réaction. La sûreté, c'est un équilibre entre la dissuasion, la facilitation et le coût. La dissuasion, nous devons rendre nos aéroports suffisamment dissuasifs pour que des acteurs malveillants hésitent avant d'attaquer les aéroports, que ce soit côté ville ou côté piste. Les coûts, c'est les coûts des moyens humains et matériels qui vont être déployés afin d'assurer la sûreté. Et la facilitation, c'est de rendre l'accès à bord relativement aisé, afin que le flux de passagers ne soit pas bloqué et surtout que les passagers ne décident pas, notamment pour les vols domestiques, d'utiliser un autre moyen de transport. En France, la sûreté dans les aéroports a coûté en 2016 1 milliard d'euros. Ces dépenses sont financées en grande partie par la taxe de 11 € prélevée sur chaque billet émis. Et vu l'évolution des menaces nécessitant toujours de nouveaux investissements technologiques, cette taxe a de grandes chances d'augmenter encore à l'avenir. C'est aussi le prix à payer pour assurer la sécurité maximale aux 4 milliards de passagers annuels qui sillonnent le ciel de la planète.